Imaginez une salle de concert. Le public est assis, silencieux, attendant le début de la performance. Le pianiste s'assoit devant le piano, lève les mains et reste immobile. Pendant 4 minutes et 33 secondes, il ne joue pas une seule note. C'est la pièce la plus célèbre de John Cage, une œuvre qui a défié la définition même de la musique. John Cage n'était pas simplement un compositeur, il était un explorateur sonore, un philosophe de l'écoute, un architecte de l'expérience auditive. Imaginez-le, un Américain né au début du XXe siècle, une époque de bouleversement artistique, de révolution esthétique. Il n'était pas satisfait des règles, des conventions, des limitations de la musique occidentale traditionnelle. Il ne voyait pas la musique comme une succession ordonnée de notes, de mélodies prévisibles, d'harmonies rassurantes. Non. Cage voyait, ou plutôt entendait, la musique partout, dans le souffle du vent, dans le crissement d'une chaise, dans le vrombissement lointain d'une ville. Il percevait la musique comme une manifestation de la conscience. Une conscience ouverte à tous les stimuli sonores, sans jugement, sans hiérarchie. L'harmonie et la mélodie pour Cage n'étaient pas des nécessités, mais des choix. Des choix parmi tant d'autres, dans l'océan infini des possibilités sonores. Il s'est rebellé contre l'idée que le compositeur devait être un contrôleur, un dictateur du son. Il préférait se voir comme un facilitateur. Quelqu'un qui crée un cadre, un contexte, dans lequel les sons peuvent se produire, de manière imprévisible, spontanée, organique. Pensez à la musique comme à un jardin. Un jardinier traditionnel plantera des rangées ordonnées de fleurs, taillera les haies avec précision, contrôlera chaque aspect du paysage. Cage, lui, préférait un jardin sauvage. Un jardin où les plantes poussent librement, où les graines se dispersent au gré du vent, où la nature suit son cours. C'est cette ouverture à l'inattendu, à l'aléatoire, à ce que Cage appelait l'indétermination, qui est au cœur de son approche artistique. Il voulait libérer la musique du contrôle de l'ego, pour la rendre plus vivante, plus vraie, plus proche de l'expérience humaine elle-même, qui est, après tout, rarement ordonnée et prévisible. Il ne cherchait pas à imposer un sens à la musique, mais plutôt à permettre au sens d'émerger, de la rencontre entre le son et l'auditeur. Une rencontre unique, à chaque fois différente, une expérience profondément personnelle et subjective. C'est ça, la conscience au cœur de l'art de John Cage. Maintenant parlons de 4:33. 4 minutes et 33 secondes de... Quoi exactement? De silence? C'est là que la plupart des gens se trompent. Ce n'est pas une œuvre sans son. C'est une œuvre qui redéfinit ce que nous entendons par silence. C'est un cadre, une invitation, une provocation même. Imaginez la scène encore une fois. Le public est assis, tendu, peut-être un peu nerveux. Ils attendent quelque chose. Une mélodie, une harmonie, quelque chose à quoi s'accrocher. Le pianiste, ou n'importe quel instrumentiste d'ailleurs, Cage a laissé la pièce ouverte à toute instrumentation, s'assoit. Il lève les mains, et puis... rien. Pendant 4 minutes et 33 secondes, il ne produit intentionnellement aucun son musical. Mais la salle n'est pas silencieuse. Loin de là. Lentement, imperceptiblement, les sons ambiants commencent à émerger. Le bruissement d'un programme froissé, une touque étouffée dans le fond, le murmure de la ventilation, peut-être le bruit de la circulation au loin, ou le chant d'un oiseau à l'extérieur. Ces sons que nous filtrons habituellement, que nous considérons comme des distractions, deviennent le centre de l'attention. Ils deviennent la musique. Cage nous force à écouter activement, non pas à entendre passivement, mais à écouter avec une conscience aiguë. Ce n'est pas du silence vide, c'est un silence plein,
plein de la richesse, de la complexité, de l'imprévisibilité du monde sonore qui nous entoure constamment. C'est une expérience immersive, une méditation sonore. Cage nous montre que le silence n'est pas l'absence de son, mais plutôt l'absence de notre intention de produire du son. C'est un espace d'écoute, un espace de présence. 433 n'est pas une œuvre sur le silence, c'est une œuvre avec le silence. Le silence devient un instrument qui révèle la musique cachée du monde. C'est un acte de révélation, un acte de conscience, un acte profondément artistique. C'est l'art de l'écoute consciente. L'influence du bouddhisme zen sur John Cage est fondamentale pour comprendre son approche artistique. Ce n'était pas une simple curiosité intellectuelle, c'était une transformation profonde de sa vision du monde et par conséquent de sa musique. Le zen met l'accent sur la pleine conscience, l'attention totale au moment présent, sans jugement, sans attachement aux pensées ou aux émotions. C'est une pratique de l'ouverture, une ouverture à l'expérience telle qu'elle est, sans filtre, sans interprétation. Imaginez un moine zen assis en méditation. Il n'essaie pas de bloquer les sons extérieurs. Il les accueille, il les laisse simplement traverser sa conscience, sans s'y accrocher, sans les juger. Cage a transposé cette approche zen à la musique. Il a cherché à créer des œuvres qui reflètent cette ouverture, cette absence de contrôle, cette acceptation du hasard et de l'imprévisibilité. L'indétermination dont nous avons parlé est directement liée à cette influence zen. Cage utilisait des méthodes aléatoires comme le Yi King, le livre chinois des changements, pour composer ses pièces. Il lançait des pièces de monnaie, consultait des tableaux pour déterminer la hauteur, la durée, l'intensité des notes. Pourquoi? Pour minimiser l'influence de son propre ego, de ses goûts personnels, de ses habitudes compositionnelles. Il voulait que la musique émerge d'elle-même, comme un phénomène naturel, comme une fleur qui pousse spontanément. Ce n'est pas de la paresse artistique. C'est un acte de confiance, une confiance dans le processus, une confiance dans le potentiel créatif du hasard, une confiance dans l'intelligence intrinsèque du monde sonore. Le zen enseigne aussi l'importance de l'impermanence. Rien n'est figé, tout est en constant changement. La musique de Cage, avec son indétermination, incarne cette impermanence. Chaque performance de 433 est unique, différente de toutes les autres, parce que l'environnement sonore est toujours différent. C'est une musique qui respire, qui vit, qui se transforme, à l'image de la vie elle-même. C'est une musique qui nous invite à lâcher prise, à accepter le flux constant du changement, à trouver la beauté dans l'éphémère. L'art devient un miroir de la conscience, en perpétuelle évolution. John Cage n'était pas un loup solitaire. Son exploration de l'art et de la conscience s'est nourrie de collaborations intenses, de dialogues créatifs, avec des artistes qui partageaient sa soif d'innovation. Pensez à Merce Cunningham, le chorégraphe révolutionnaire. Cage et Cunningham ont travaillé ensemble pendant des décennies, créant des œuvres où la musique et la danse coexistaient. Non pas comme une illustration l'une de l'autre, mais comme des entités indépendantes, se déroulant simultanément, parfois en harmonie, parfois en dissonance, toujours dans un dialogue imprévisible. Ils n'ont pas fusionné la musique et la danse, ils les ont juxtaposées. Ils ont créé un espace, un champ d'interaction, où le spectateur était libre de construire ses propres connexions, de créer son propre sens. C'était une rupture radicale avec la tradition. Normalement, dans un ballet, par exemple, la musique dicte les mouvements des danseurs. Cage et Cunningham ont inversé cette relation. Ils ont libéré la danse de la musique et la musique de la danse. Cette approche reflète l'idée zen de l'interdépendance. Tout est connecté, mais chaque élément conserve son identité propre. C'est une vision holistique de l'art,
où chaque discipline enrichit les autres, sans les dominer. Puis il y a Robert Rauschenberg, l'artiste visuel, un autre collaborateur clé. Rauschenberg partageait l'intérêt de Cage pour le hasard, pour l'incorporation d'objets trouvés, pour l'effacement des frontières entre l'art et la vie. Ils ont collaboré sur des projets qui défiaient les catégories traditionnelles. Des performances qui mélangeaient musique, danse, théâtre, art visuel. Des œuvres qui remettaient en question la notion même d'œuvre d'art. Des expériences qui stimulaient la conscience du public, l'invitant à participer activement à la création du sens. Ces collaborations n'étaient pas de simples ajouts à l'œuvre de Cage. Elles étaient essentielles à son développement. Elles ont élargi sa vision. Elles ont enrichi sa pratique. Elles ont nourri sa réflexion sur la nature de l'art et sur la nature de la conscience. L'art, pour Cage, n'était pas une activité solitaire. C'était un dialogue, une conversation, une exploration collective, une expansion constante de la conscience créative, une ouverture à l'infini des possibles. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.